Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum avec le soutien financier de la Fondation HG et de Septéo. Bonjour, je suis Mathilde de Digital 113 et on se retrouve dans cet épisode des femmes digitales pour parler mixité mais aussi handicap en entreprise, un sujet encore trop peu abordé dans le monde professionnel. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Berlioz, directrice de projet chez Inetom. Morgane a un parcours passionnant et d'étudiante en maths à chef de projet dans une entreprise de services numériques. Elle a su évoluer dans un milieu encore masculin tout en restant fidèle à elle-même. Mais son engagement va au-delà de la place des femmes dans la tech. Elle est aussi porteuse d'un handicap invisible et souhaite lever le voile et normaliser ce sujet en entreprise. Dans cet épisode, on va parler carrière, évolution professionnelle, mixité, mais aussi inclusion et accessibilité. Alors on va voir comment on peut faire évoluer les mentalités et quels sont les leviers pour un monde du travail plus inclusif. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode des femmes digitales qui t'est totalement dédié. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours rapidement et nous dire en quoi tu es une femme digitale ? Parfait, donc Morgane Berlioz, comme tu as pu le dire, j'ai 39 ans. Je suis aujourd'hui directrice de projet informatique donc chez Inetom. Alors Inetom, c'est une ESN. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une boîte d'informatique qui développe des logiciels, qui peut aussi faire des conseils, faire des gestions de l'infrastructure pour des clients, qui sont vraiment divers et variés. On peut avoir vraiment de tout type de secteur d'activité. Tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, très bien. Alors à la base, j'ai un bac scientifique, un bac S, option biologie. J'ai passé un bac S parce que ça offrait pas mal d'opportunités. Ça offrait plusieurs licences derrière. Et une fois le bac en poche, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'aimais le plus. Et n'ayant vraiment pas d'idée, je me suis tournée vers les mathématiques pour lesquelles j'avais quand même des compétences assez élevées. Et je me suis dit, je vais faire une licence de mathématiques. Derrière, ça ouvre les portes à plein de masters différents et ça va me laisser le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment faire. J'ai donc fait une licence de mathématiques et j'ai eu la chance, pendant ces études-là, d'avoir des cours d'informatique qui étaient peu nombreux, qui étaient vraiment minoritaires sur ma formation, mais qui m'ont vraiment passionnée. Et du coup, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Alors du coup, je suis partie après ma licence, j'ai décidé donc de faire un master d'informatique. Alors, d'informatique, mais qui était assez orienté sur aussi le management, qui n'était pas fermé dans du développement pur, donc moins technique. Moi, c'était un master qui avait de l'informatique, mais qui m'offrait aussi la possibilité de voir plusieurs axes de management dans les projets informatiques. J'ai donc fait mon master et suite à ça, il faut trouver, pour finaliser son master, un stage en entreprise. Donc de 6 mois qui est validant pour le master. D'accord. Et du coup, j'ai postulé dans pas mal d'ESN. On m'a proposé une place à Inetom et du coup, une place en tant que développeuse informaticienne en Java. Et depuis, t'es jamais partie. Et depuis, je suis jamais partie, c'est vrai. Donc, ce qui est assez rare parce que c'est des domaines d'activité dans lesquels il y a un fort turnover. Et c'est vrai que moi, je suis restée dans cette entreprise-là. Donc, je suis rentrée en tant que stagiaire dans un projet informatique qui était passionnant, qui était assez énorme à ce moment-là pour une stagiaire. C'était vraiment des sujets qu'on nous proposait rarement parce que c'était quand même une équipe qui comprenait une quinzaine de développeurs. Donc, c'est pas rien. Des développeurs très expérimentés. Donc, c'est quand même assez impressionnant pour une stagiaire. Et j'étais effectivement la seule femme côté développement. Il y avait peu de mixité à ce moment-là. Mais clairement, ça n'a pas été un problème. Donc, j'ai fait mon stage. Ça s'est super bien déroulé. Et du coup, j'ai été gardée et j'ai continué à faire mon évolution de carrière donc chez Inetom. Du coup, après le stage, on m'a donc proposé d'intégrer le projet en tant que développeuse. Cette fois-là, je suis restée quelques années dans cette équipe-là. Et puis,
assez vite, j'ai senti que ma place n'était pas vraiment dans le développement. J'adorais vraiment le développement informatique, mais moi, j'ai toujours été frustrée de voir en projet informatique qu'une seule petite partie, finalement, du projet en lui-même, de faire que le développement. Moi, j'avais besoin d'avoir la vision globale du projet, j'avais besoin de voir comment on vendait le projet, la relation avec le client, ensuite, derrière, comment étaient faites les mises en production des logiciels, enfin, tout ça. J'avais vraiment besoin de cette vision globale. Donc, j'ai très vite senti que j'étais plus attirée par du management. Mais vraiment, je me suis dit, dans le suite de ma carrière, j'irai vers du management. Et en parlant avec mes responsables, donc mes chefs de projet à la base, ils ont proposé de m'aider à réaliser justement cette ambition-là et de me donner l'opportunité sur ce projet d'avoir alors un rôle qui n'existait pas. De vraiment créer un rôle qui me permettait de commencer à occuper un poste de responsable d'équipe, mais du coup sans être chef de projet, ce qui là est quelque chose quand même qu'on fait des années après, donc d'avoir la responsabilité d'une équipe technique. Équipe technique qui était beaucoup plus expérimentée que moi. J'étais la plus jeune et j'étais la seule femme, effectivement. L'histoire se répète. Mais ça n'a pas empêché que j'ai pris une casquette de responsable d'équipe et donc j'ai aidé à piloter, manager une équipe de plusieurs développeurs dans le cadre de cette activité-là. Et donc, il me semble que tu t'es pas arrêtée là dans ton évolution. Non, je me suis pas arrêtée là. Ça a confirmé effectivement ce que j'aimais faire. C'était vraiment le management d'équipe et c'était vraiment avoir cette vision globale qui m'intéressait. Du coup, j'en ai parlé, je l'ai dit, nous on a des entretiens annuels en fait avec nos managers qui nous permettent justement de dire quelles sont nos aspirations. Donc j'ai réitéré ma demande de à terme faire plutôt de l'orientation côté chef de projet. Et ça a été entendu et on m'a laissé l'opportunité, quand le projet s'est arrêté, de faire justement, de porter cette fois une casquette un peu plus chef de projet. Et ensuite, je me suis arrêtée pour un congé maternité. Donc ma carrière a pris une petite pause de plusieurs mois. Oui. Et pendant mon congé maternité, donc on m'a appelée à l'approche de mon retour donc pour me proposer un poste alors au départ de développement. Donc je suis repartie en développement sur une application qui me plaisait énormément et qui me permettait de retrouver un poste de suite sans passer par chez nous de l'intercontrat, donc en attendant de trouver une mission. Donc j'étais vraiment ravie. Et par la suite, je suis repartie quelques temps après en congé maternité. Et là, cette fois, on m'a rappelé aussi, encore pendant mon congé maternité, juste avant que je revienne, pour me dire, on a une chef de projet qui souhaite quitter la mission. On cherche donc un chef de projet et on a pensé à toi. Est-ce que quand tu reviens, tu veux porter ce rôle-là et avoir cette équipe-là? Donc, autant dire que j'étais ravie. Oui. Parce que c'est vrai que je pense que, comme beaucoup de femmes, on appréhende un peu la période de congé maternité. On a effectivement un peu peur de dire comment va se passer le retour. Exactement. Est-ce qu'on m'a pas oubliée? Est-ce que je vais devoir élever un peu la voix pour me faire entendre et retrouver une place? Et là, en fait, pas du tout. Et puis, c'était même au contraire. On m'offrait une promotion avant même que je revienne. Oui. Donc, ça s'est vraiment passé de manière idéale. Et donc, j'ai pris le poste de chef de projet dès que je suis revenue de congé maternité. Donc, plein de postes différents dans la même entreprise, une belle évolution. En combien d'années? Alors, du coup, je suis revenue de congé maternité en 2017. Donc, en 7 ans, j'étais chef de projet avec deux arrêts de plus de 6 mois pour les congés maternité. Et ensuite, je suis passée donc directrice de projet il y a quelques années, parce que du coup, c'est chez nous donc le l'étape niveau suivante. Au-dessus, on va dire, l'étape suivante, quand on veut faire un management qui est un peu différent. Et pareil, on m'a donné l'opportunité d'évoluer et d'aller dans ce sens-là. Et c'est donc là où j'en suis aujourd'hui. D'accord, donc oui, un parcours vraiment complet. Est-ce que par rapport à ce parcours professionnel, ou voire même dans tes études, puisqu'on sait que les mathématiques, c'est pas non plus super populaire auprès des filles, est-ce que tu as connu des freins dus au fait que tu étais une femme? Alors non, honnêtement, j'en ai pas eu. En mathématiques, effectivement, on est peu nombreuses au départ. En première année. En informatique, effectivement, là, on est très, très peu représentés. Donc là, sur les années de master, oui, je pense qu'on était à peu près 5 filles sur une promotion de à peu près 30 personnes. Donc oui, on est peu nombreuses.
honnêtement, je ne l'ai jamais ressenti ni de la part des professeurs de différence, ni de la part des autres élèves. Pour moi, ça n'a pas fait de différence. D'accord. Et en entreprise non plus, du coup? Et alors, en entreprise, je dirais même encore moins. Je pense que c'est même peut-être plus facile en entreprise, effectivement, que pendant les études. Alors, pendant les études, on est aussi plus jeune. Et c'est vrai que je sais que moi, pendant mes études, par contre, je me suis demandé ma place par rapport à ce côté très masculin et à me demander, à adapter peut-être ma tenue. J'étais pas très féminine à la fac. Alors après, est-ce que c'est la maturité ou est-ce que c'est le côté aussi professionnel qui fait que c'est quand même différent? On est quand même sur des adultes, on va dire, dans un monde professionnel. Mais effectivement, ça a changé du tout au tout. Pour moi, dans le monde professionnel, c'est vraiment presque un non-sujet. D'accord. Et vraiment, moi, je me suis trouvée beaucoup plus, au contraire, à l'aise, beaucoup plus même au niveau, par exemple, de mes tenues vestimentaires, où je me sentais vraiment de m'habiller comme j'avais envie, sans me poser de questions par rapport au regard des autres et au fait qu'effectivement, on n'était pas nombreuses. Oui, à complètement assumer qui tu étais, pas te travestir. C'est ça. Okay. Et j'ai trouvé ça plus facile, moi, dans le monde professionnel. Après, entre-temps, effectivement, on grandit aussi. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Mais je pense vraiment que le monde professionnel est beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus facile en tant que femme, finalement, que peut-être les études. D'accord. Où aussi, on manque peut-être un peu de confiance en nous pour certaines. Oui, ouais, très bien. Et alors, du coup, il n'y a pas de frein particulier, mais est-ce que peut-être tu as des anecdotes sur tes différentes étapes d'évolution professionnelle? Tu as dit que tu étais souvent la plus jeune et souvent la seule femme. Alors voilà, peut-être que si ce n'est pas de vrais freins, peut-être des difficultés, des anecdotes à partager à ce propos quand même? Alors oui, déjà, je ne vais pas mentir. On rencontre, je pense, quasi toutes, des personnes pendant notre parcours qui peuvent se montrer un peu lourds, qui peuvent avoir des phrases un peu déplacées. Oui. Je tiens à rassurer, pour ma part, c'est vraiment resté très, très, très minoritaire, mais c'est arrivé. Et en général, c'est des personnes, on va dire, donc, qui effectivement font des blagues un peu limites, donc qui ne sont forcément pas tellement aimées de la gente féminine, mais souvent pas des hommes non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment minoritaire. C'est des comportements qui sont à la marge. Dans la vie, on tombe sur des gens qu'on apprécie plus ou moins, on tombe sur des gens plus ou moins éduqués. Après, ce qui s'est passé dans ma carrière, effectivement, à plusieurs reprises, c'est qu'on confonde mon poste. Et oui. Donc, en fait, au départ, surtout, parce que dans le management, après, on va dire, c'est plus simple. Il y a beaucoup plus de femmes dans le management, en fait. Mais côté développement, effectivement, on est très, très, très minoritaire. Donc, quand il m'est arrivé d'aller dans des réunions avec des clients ou même en interne avec des personnes qui ne me connaissaient pas, de base, on ne se disait pas « Tiens, c'est la responsable de l'équipe technique » ou « Tiens, c'est la développeuse ». On me cataloguait directement comme la fonctionnelle du projet. Alors, fonctionnelle, c'est quoi? En fait, c'est les personnes qui s'occupent de définir le besoin de l'application. Par exemple, si c'est une application qui doit vendre des vêtements, c'est de se dire il faudrait que le prix du vêtement apparaisse. Voilà, donc c'est vraiment le garant du métier, on va dire. Et c'est effectivement des rôles dans lesquels on retrouve plus de femmes. Donc oui, on me prenait souvent pour la fonctionnelle. Et pas la technique. Alors, comme je l'ai dit au démarrage, quand on a préparé le podcast, tu m'as aussi indiqué être porteuse d'un handicap et que c'était pour toi un moyen, ce podcast, d'en parler et de normaliser ce sujet-là en entreprise. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire à ce propos ? Oui, alors effectivement, c'est d'ailleurs quelque chose qui me tient à cœur particulièrement parce que justement, je trouve que beaucoup de monde, et dont moi la première il y a quelque temps, ont une méconnaissance de ce sujet-là. Absolument. C'est vraiment quelque chose, donc moi je suis porteuse d'un handicap, mais un handicap qui est invisible. Pour la plupart des gens, quand on pense handicap, on pense vraiment à quelque chose qui va se voir, on pense à un fauteuil roulant, ou quelque chose de physique qui se voit. On pense carte pour se garder sur les places de parking à mobilité réduite. C'est vraiment cette vision-là, en tout cas, que moi j'avais, et ce qui finalement est très loin de la réalité. Aujourd'hui, les personnes porteuses de handicap, pour 80%, c'est invisible. D'accord. Donc, et ça, c'est vrai que c'est un chiffre, 80%, c'est quand même assez énorme, et on n'y pense pas tellement. Donc moi, j'ai envie que ça se sache pour que les gens puissent faire attention à ça, et notamment que les gens osent aussi faire les démarches que j'ai pu faire pour être reconnus à ce niveau-là.
Alors, Donc, quelles sont-elles, ces démarches ? Alors, du coup, les démarches. Alors, pour situer un petit Oui. peu, moi, quel est mon handicap pour que les gens aient conscience de qu'est-ce que peut être un handicap invisible. Moi, c'est tout bête. Comme malheureusement des tonnes de personnes, j'ai des gros problèmes de dos, donc avec des douleurs qui, depuis quelques années, sont devenues vraiment chroniques. Donc, mon handicap à moi est celui-ci. Et je pense qu'il y a énormément de personnes C'est sûr. qui ont le même handicap et qui ne pensent pas pouvoir être reconnus, justement, comme travailleurs handicapés. Donc moi, par rapport à ça, je me suis tournée vers le médecin du travail. Alors, pas par moi-même, en fait, heureusement. Lors des visites. On a des visites obligatoires. Et par rapport à ça, je discutais de mes difficultés, moi, à porter mon matériel de travail, en fait, parce que ça pouvait me faire mal au dos quand j'allais en clientèle. D'accord. Et que je devais porter mon sac et que c'était un peu lourd. Et il m'a parlé, du coup, de la mission handicap et de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors, Ok. Ça, c'est quoi ? La mission handicap, c'est un rôle, enfin un groupe de personnes qui va être chargé de porter en entreprise la politique du handicap. D'accord. Et donc d'accompagner les personnes. Alors il y a plein de choses, il va y avoir la sensibilisation au handicap, mais il va y avoir aussi l'accompagnement des personnes pour faire les démarches qu'on appelle de RQTH, qui sont donc pour avoir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et pour du coup avoir cette reconnaissance-là et pouvoir avoir certains aménagements qui vont être offerts par l'entreprise. Oui. Du coup, la mission handicap, moi je me suis rapprochée donc de personnes en interne chez moi qui m'ont aidé en fait à faire un dossier, parce que donc pour être RQTH, il faut faire un dossier, c'est pas l'entreprise qui décide qui Bien sûr. a cette et c'est RQTH une démarche individuelle. C'est ça, c'est une démarche individuelle et qui doit être fait auprès de la MDPH, donc qui est la maison départementale des personnes ayant un handicap. On remplit un dossier, donc la mission handicap m'a aidé à faire ça, à m'expliquer déjà qu'est-ce que c'était, comment il fallait le faire, à me dégager aussi du temps sur mon travail pour pouvoir faire cette démarche-là. Donc c'est vraiment une aide qui est énorme, parce que moi jamais j'aurais pensé déjà que j'y avais le droit. Oui. Et puis je pense que j'aurais eu un peu peur de faire cette démarche-là. Donc ils m'ont accompagnée, j'ai donc fait la demande et la demande a été acceptée. Donc j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé. Ça va permettre d'adapter son poste de travail pour travailler dans des bonnes conditions. Donc là tu parles de l'aménagement meuble. C'est ça, ça peut être alors l'aménagement meuble, mais il peut même y avoir des aménagements horaires. Alors moi, pour mon cas, moi, c'est vraiment du meuble. C'est tout simplement tout bête d'avoir un bureau assis debout. Oui. C'est d'avoir une chaise ergonomique. C'est d'avoir justement, je peux par exemple avoir, si j'ai du mal à porter du matériel, on pourrait avoir une petite valisette plutôt qu'un sac à dos. Donc c'est vraiment de faire que dans mon quotidien, pour mon travail, clairement, j'oublie quelque part mon handicap. Que mon handicap ne me pose plus de problème. J'ai pas à passer 7 heures par jour assise, donc j'ai moins mal au dos. Ça permet de s'équiper dans l'entreprise, mais même en télétravail. Donc c'est vraiment... c'est super, parce que ça nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Et de faire de la prévention aussi. Pour ma part, ça m'a fortement aidé à diminuer mes douleurs. Et donc ça me permet de travailler presque comme si mon dos n'était plus là. D'accord. Et ça, c'est quand même très agréable. Et pour préciser, c'est une démarche individuelle qui n'est pas communiquée en entreprise. C'est toi qui fais le choix ou pas d'en parler à tes collègues. Alors, il y a différentes choses. On peut déjà le communiquer au niveau entreprise. On peut très bien être RQTH, demain je change de travail, je me fais recruter dans une autre entreprise, je peux décider de ne pas le dire. D'accord. Mais du coup, je ne peux pas non plus bénéficier des avantages que ça peut amener. Oui. Après, c'est un choix. Oui. Donc ça, il y a déjà ça. Est-ce qu'on le dit ou pas à l'entreprise ? Et ensuite, il y a effectivement, l'entreprise ne va pas aller afficher partout. Tiens, c'est un profil RQTH. Oui. Voilà, il y a une discrétion qui va avec et qui fait qu'effectivement, ensuite, à nous de savoir si on a envie d'en parler, Exactement. si c'est quelque chose que, justement, c'est déclaré au sein de l'entreprise, mais par rapport à ses collègues, je ne sais pas, on ne se sent pas de discuter ça, ou on n'a pas envie d'avoir des questions ou quoi que ce soit. Et c'est tout à fait possible aussi de ne pas le divulguer. Et toi, dans ton cas, du coup ? Moi, pour ma part, j'ai fait le choix inverse. D'accord. J'en parle assez facilement. Pourquoi ? Parce que vraiment, il y a de ça 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé pouvoir bénéficier de ce statut-là et des aides que ça apporte. Parce que j'ai parlé de l'aménagement de poste, mais je bénéficie aussi de temps, donc de jours de congés supplémentaires pour pouvoir aller à certains rendez-vous médicaux que je vais avoir chaque année et qui effectivement jusque-là étaient pris sur mes congés. Et là, ça va me permettre aussi de le faire sur du temps qui n'est pas mes congés payés. Donc c'est
quand même aussi très, très agréable. Et moi, du coup, je trouve que les personnes doivent être au courant que ça existe, que ces aides-là vont nous aider, vont permettre du coup de maintenir l'emploi et mentalement, Oui, soyons honnêtes, ça fait du bien de justement ne pas se sentir diminué. oui. Au travail, j'ai finalement l'impression que mon handicap, non, il n'y est pas. Et ouais, donc c'est vraiment important de donner de la visibilité à ce sujet et de dire aux personnes qui pourraient être concernées et qui ne l'ont pas encore conscientisé, posez-vous cette question-là. Il est possible que vous puissiez avoir des aménagements, etc. Et puis de leur montrer aussi, et je pense que c'est là où c'est important, moi c'est vrai que je suis manager, mon rôle par exemple de directrice de projet, j'ai eu cette promotion-là alors que mon RQTH était déjà en place. Donc je veux dire, ça n'a pas freiné ma carrière, pas Génial. du tout. Et c'est ça aussi que je veux montrer, c'est que c'est pas parce qu'on va se dire déclaré porteur d'un handicap, qu'il soit visible ou invisible, que ça va nous freiner, qu'on va nous mettre un peu des bâtons dans les roues, qu'on va se dire attends, ça risque d'être compliqué. Management, c'est quand même un poste qui demande aussi beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est important aussi, et c'est ce que je veux montrer, c'est que il faut pas avoir peur aussi d'en parler. Ça, pour moi, on n'est vraiment pas catégorisé, on n'est pas mis de côté, bien au contraire. Et alors, fort de tout ce qu'on vient de se dire, si toi, tu as un seul conseil, alors un seul, allez, plusieurs, si tu as des conseils à donner à des jeunes filles qui veulent se lancer dans la filière numérique, quels seraient-ils ? Alors moi, je leur dirais de ne pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire en tant que femme. Honnêtement, je pense qu'on est dans un monde professionnel qui est bienveillant là-dessus. Et la plupart du temps, ça va être un non-sujet. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. C'est même, je trouve, un domaine d'activité qui est idéal, de mon point de vue, pour pouvoir justement avoir un bon équilibre côté vie pro, vie perso, parce que ça va permettre du télétravail, parce que ça permet aussi... Par exemple, moi, je suis à temps partiel. Je veux dire, ça m'a pas empêché donc de passer chef de projet, de passer directrice de projet. D'accord, ouais. On arrive très bien à concilier les deux. C'est facile dans l'informatique de s'adapter, d'adapter son emploi du temps. Honnêtement, moi je trouve que c'est un domaine d'activité qui, pour les femmes, est vraiment source d'épanouissement. Et donc, il ne faut pas hésiter. Oui, et on sait bien à quel point le bien-être au travail est primordial pour un épanouissement global. C'est ça. Après, les conseils que je pourrais donner... c'est que moi, j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque peut-être, c'est d'être vigilant sur justement se dire que d'être une femme, quelque part, c'est un non-sujet, et de ne pas essayer, en tant que femme, de se dire, puisque je suis une femme, il faut que je fasse 3 fois plus mes preuves, il faut peut-être même que j'adapte, par exemple, ma tenue, ou il faut peut-être que j'adapte même mon savoir-être, notamment dans le côté manager. Par exemple, on peut être tenté, et moi, c'est vrai que sur le coup, je l'ai fait aussi. Je pense qu'on est pas mal de femmes à avoir cette inquiétude-là quand on prend un poste de manager, à se dire, bon, attention, là, j'ai une équipe de 10 personnes, en plus, c'est que des hommes. Est-ce qu'il ne faut pas que je tape du poing sur la table un peu plus fort pour montrer que non, je ne vais pas me laisser faire et que ce n'est pas parce que je suis une femme que je me laisserai faire. Et ça, attention, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de mettre un masque pour aller au travail parce qu'on est une femme. Il n'y a pas besoin de se montrer plus dure, tout comme il n'y a pas besoin de se montrer plus douce. Il n'y a pas besoin d'être plus féminine ou au contraire moins féminine. Il faut que vous soyez comme vous avez envie d'être. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai mis un peu de temps à ressentir ça et à être capable de le faire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que les jeunes femmes entendent. C'est en fait, soyez vous-même, parce que finalement, vous posez des questions. Vous, ça peut vous perturber, mais en fait, les autres, finalement, non. Et quand on ose, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, c'était pas un sujet. Et qu'on s'est inquiété de beaucoup de choses qui, au final, se sont faites très naturellement. Bon, mais de très beaux messages pour terminer ce podcast. Alors, ce que je te propose, c'est de terminer sur le mantra de notre émission. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Cet épisode touche déjà à sa fin et aujourd'hui avec Morgane, on a exploré un parcours inspirant dans le numérique marqué par la passion, l'évolution et aussi évidemment l'inclusion. On a aussi abordé un sujet essentiel, le handicap en entreprise. Morgane nous l'a rappelé, 80% des handicaps sont invisibles et pourtant de simples aménagements peuvent faire toute la différence. La clé, c'est donc d'oser en parler, lever les tabous et faire évoluer les mentalités pour que chacun trouve sa place sans que cela ne soit un frein à son épanouissement professionnel.
Alors, si vous hésitiez encore à vous lancer dans le numérique, foncez, comme l'a dit Morgane. C'est un secteur bienveillant, riche d'opportunités et qui s'adapte aux différentes vies et parcours. Merci d'avoir écouté Les Femmes Digitales. Merci à Morgane pour cet échange passionnant. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous retrouver sur vos plateformes préférées pour encore plus d'inspiration et de témoignages. On se retrouve prochainement avec le prochain épisode où j'aurai le plaisir de vous présenter Manon qui va porter haut les couleurs de la bienveillance, de l'esprit d'équipe et de valeurs humaines indispensables en entreprise. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.